Martin est secrétaire nationale adjointe d'Europe Écologie Les Verts. Sandra Regol, bonjour. Bonjour. Ces dernières années, vous aviez publiquement pris la parole avec d'autres militantes écologistes pour dénoncer le comportement de Nicolas Hulot. Qu'avez-vous pensé de l'émission Envoyé spécial jeudi soir et de ce reportage enquête sur lui ? C'est toujours très difficile parce que avant ce reportage, il y a eu la prise de parole comme une façon de couper la parole à ces femmes de Nicolas Hulot la veille sur une autre chaîne, sur BFM, exactement comme en 2018. Et en fait, j'ai envie de vous dire exactement comme à chaque fois qu'un homme est mis en cause pour des faits de harcèlement sexuel, en tout cas quand il est connu et qu'il a un grand accès aux médias. Il y a une deuxième chose qui est douloureuse et habituelle, c'est qu'en fait, systématiquement, ces hommes vont dénoncer un tribunal médiatique, des journalistes qui se substitueraient à la justice, là où en fait, les femmes en face, les victimes potentielles en face, n'ont jamais droit à la parole. Tout ça est très difficile, mais cette fois-ci, contrairement à 2018, on voit qu'il y a une prise de conscience et on voit que ces femmes sont enfin entendues. Vous avez dit dans Libération hier, je crois, après ce reportage, Nicolas Hulot, c'était l'impunité faite homme. Qui a participé à ce système d'impunité ? Est-ce qu'il y a eu une omerta politique sur Nicolas Hulot ? Alors, Nicolas Hulot, c'est plus un homme d'affaires, un présentateur télé, un animateur, je ne sais pas comment le qualifier, qu'un homme politique. Il a été très brièvement ministre d'Emmanuel Macron. Il est vrai, beaucoup échangé avec les Il s'est investi dans le champ politique, beaucoup. Alors, non, il n'a pas travaillé avec les écologistes. Il a tenté d'être le candidat des écologistes. Il s'est présenté à la primaire en 2012. Oui, comme beaucoup d'autres personnes. Tout à fait, comme d'autres personnes qui n'étaient pas adhérentes au parti et dont vous avez oublié le nom aujourd'hui. Vous voulez dire qu'il n'était pas l'un des vôtres ? Il n'a jamais été écologiste, même si je sais que depuis quelques jours, le jeu consiste à beaucoup dire qu'il a été écologiste au sens Europe Écologie Les Verts. Il est une figure reconnue comme une voix de l'écologie en France, pas celle de l'écologie politique. D'ailleurs, vous pouvez passer vos archives en revue. Ça fait de nombreuses années que Nicolas Hulot ne fait rien avec Europe Écologie Les Verts, pour une raison toute simple. À partir de l'enquête d'Hebdo, en tout cas en amont, à partir du moment où on a pris conscience de ce que ça signifiait, plus personne n'a invité. En 2016. Reprenons la question de Myriam, oui, cette impunité. On va parler du soutien politique du gouvernement, mais puisqu'on parle des écologistes. En 2016, à la surprise générale, Nicolas Hulot a renoncé à se présenter à la primaire des écologistes. Non, pas la primaire, à se présenter à la présidentielle tout court. Non, il voulait participer, il l'a dit au printemps, et puis en juillet, le 5 juillet 2016, il a renoncé à la surprise générale. Question très simple, vous qui avez tenté d'alerter, est-ce qu'il y a eu des tensions à ce moment-là au sein du parti ? Et est-ce que les féministes sont à l'origine de ce retrait ? Parce que on entend beaucoup dire que voilà, il y a eu beaucoup de tensions depuis longtemps sur Nicolas Hulot. C'est tout à fait possible. Je n'ai aucun souvenir de tension ni de véritable tentative de Nicolas Hulot d'être candidat dans la primaire écologiste. Donc je suis peut-être très mal placée pour vous répondre, mais je crois me souvenir à peu près de ce qui se passait à cette époque-là. Moi, j'ai souvenir d'une campagne commencée bien en amont entre Cécile Duflot et Yannick Jadot, mais absolument pas d'une présence de Nicolas Hulot, qui en revanche voulait se présenter directement à la présidentielle. Emmanuel Macron et tout le gouvernement ont fait bloc. Là, je vais un peu plus loin dans le temps, et je reviens à récemment, en 2018, on fait bloc derrière lui. Ils doivent s'expliquer aujourd'hui sur ce soutien. Ils doivent s'excuser même de ce soutien. En fait, ce qui est très dur, c'est que on n'est pas égal face à la capacité à dénoncer les actes d'agresseurs. C'est plus facile quand vous avez accès à des micros. C'est plus facile quand vous n'avez pas de relation hiérarchique, quand cette personne n'est pas importante. On parle là d'une des personnalités préférées des Français depuis des années. On parle là d'une personne qui était ministre. Et le jour où des accusations émergent, c'est tout le corps de l'État qui se met en branle pour dire « nous sommes derrière lui ». Le Premier ministre, des ministres, des secrétaires d'État et même le président de la République, tout le monde dit « circulez, il n'y a rien à voir ». Est-ce que vous imaginez le message pour toutes les femmes qui souffrent de violences sexuelles? Ça veut leur dire, le message était très clair, ça leur disait « si vous voulez nous toucher, nous ferons corps contre vous ». Est-ce que vous imaginez la violence qu'il y a quand déjà vous avez subi des agressions, à ce que
tout ce corps hyper puissant vous dise vous n'avez pas droit à la Vous parole. considérez que c'est le cas pour l'ensemble de la classe politique, que la classe politique finalement a réussi à éviter le mouvement MeToo et ses conséquences directes? Alors, on a toutes et tous une part de responsabilité, ça c'est une certitude, toute la société, pas que le champ politique. Je crois que du côté des écologistes, on a agi très tôt, on n'est pas parfait, mais on a mis en place en tout cas des outils pour permettre aux militants, aux militantes de saisir et de nous permettre d'enquêter et d'agir. Il est un peu triste que toute la société française ne mette pas en place à tous les échelons, dans le privé, dans le public, des moyens pour que les personnes soient écoutées, entendues et qu'on puisse les accompagner. Ça, c'est le vrai souci. Un mot sur Mais Marlène oui, Schiappa quand même. Oui, il y a quand même une omerta qui s'est développée, qui n'est pas spécifique au champ politique, mais qui se voit mieux dans le champ politique. C'est aussi pour ça que c'est notre devoir d'essayer de parler le plus possible, avec une limite. La loi n'est pas de notre côté, puisque la diffamation, les procès en diffamation sont quand même légion. Et chaque fois qu'on parle, c'est à ça aussi. Vous avez dû faire attention à votre parole pour éviter le procès. Attention. On est face à un gouvernement où il y a 2 ministres qui ont été accusés d'agression sexuelle. 2 ministres, dont le ministre de l'Intérieur. On a à côté de ça des députés En Marche, dont certains sont poursuivis pour violence sur leurs femmes ou pour des actes de violence sexuelle. Comment vous voulez qu'on puisse avoir une parole saine pour les femmes dans ce pays quand le gouvernement choisit délibérément? La solution, ce serait quoi? Vous avez signé cette tribune MeToo politique. Il faut, au fond, écarter systématiquement, même quand il n'y a pas de plainte, même quand il y a juste une accusation, pour montrer qu'on croit les femmes, écarter tous les candidats aux élections? Il faut au moins donner les moyens d'enquêter. Encore une fois, je vous le dis, nous avons mis en place des moyens d'enquêter. Ce n'est pas parfait. Il faut progresser, mais nous n'avons que les moyens d'un parti qui a la taille qu'il a. Nous n'avons pas les moyens de l'État. Les associations savent très bien ce qu'il faut. Il faut 1 milliard d'euros à investir dans le soutien aux associations de victimes, dans la formation pour recevoir les plaintes dans les commissariats et dans la justice. C'est simple et on sait comment. Tout petit mot pour terminer sur cette partie. Marlène Schiappa, la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, à ce moment-là, a fait cette tribune de soutien dans le JDD. Les féministes attendent vraiment qu'elle s'explique. Est-ce que vous considérez qu'elle peut rester au gouvernement? Qu'est-ce que vous pensez de son attitude? Je pense qu'on pourrait d'abord demander des comptes à ses supérieurs qui lui ont demandé d'agir ainsi et ensuite en demander à Marlène Schiappa. Mais cet échappatoire qui constitue à faire porter la faute sur les femmes proches quand on a des hommes en accusation, ça aussi il faut se questionner dessus. Sandra Regol est l'invitée du 8h30 politique ce matin. On se retrouve juste après le fil info. Sandra Regol, numéro 2 du parti Europe Écologie Les Verts, est l'invitée du 8h30 France Info ce matin. Il faut parler de la crise sanitaire et de ce scénario qu'on pouvait redouter, qui semble se produire. Un nouveau variant du Covid, Omicron. Il semble plus contagieux, peut-être plus dangereux, ça on ne le sait pas encore, que le variant Delta. Il est arrivé en Afrique du Sud, il y a déjà des cas dans beaucoup de pays. On coupe les liaisons aériennes, mais est-ce que vous pensez qu'on peut stopper la progression de ce variant ou est-ce que c'est tout simplement impossible ? Alors, je ne suis pas épidémiologiste, vous non plus, je pense que l'essentiel des auditeurs, auditrices non plus, mais on a quand même quelques données. On sait qu'effectivement, chaque variant est un peu plus contagieux que le précédent. Mais on est un peu habitué, c'est le système de fonctionnement des virus. La grippe, c'est la même chose. Chaque année, on doit réévaluer les vaccins et les adapter à ce qui se passe. Donc ça, c'est un fonctionnement normal. Là, on est dans un cas de pandémie. On sait que plus on est vacciné, plus on se protège de ces capacités de mutation des virus puisqu'ils ont moins d'espace pour se développer. Or, on bute à un problème, la levée des brevets sur les vaccins pour qu'ils soient enfin accessibles à toute la population. Il ne vous aura pas échappé que ce variant ne vient pas d'Europe, où la population est très bien vaccinée, mais vient de pays où on est à peu près à 10 doses pour 100 personnes. En fait, ce n'est pas assez. Si on veut se protéger, on doit agir en solidarité et c'est compliqué aujourd'hui. Donc pour vous, c'est le profit qui empêche de généraliser à l'échelle de la planète? Là, on parle de super profit. Je crois que c'est à peu près 1 000 € toutes les secondes pour Pfizer-BioNTech en termes de bénéfices nets. On n'est pas sur des petits profits et uniquement sur le vaccin. Le gouvernement explique qu'il n'est pas forcément hostile à la levée de brevets, mais que c'est pas le vrai problème. Que le problème, c'est la production de vaccins et qu'au fond, il faut plus aider à créer un maximum d'usines. Il y en a déjà beaucoup en Inde, par exemple, plutôt que de lever des brevets qui ne changeraient pas la donne.
c'est la production et pas la recette. Alors c'est pratique, la formule sur c'est pratique de botter en touche parce qu'en fait il y a deux leviers. Il y a d'une partie les brevets qui permettent de faire tomber les coûts et de fabrication et de distribution, et puis il y a la relocalisation de la production. On a vu avec le premier confinement combien certains matériaux essentiels n'étaient plus accessibles parce qu'ils venaient de l'autre bout du monde, alors qu'on est tout à fait en capacité de les produire en France ou en Europe. Eh bien c'est la même chose. Pour ces vaccins, on a besoin de deux leviers. D'une part, lever des brevets, ça fait très longtemps qu'on le demande, Yannick Jadot en tête, et de l'autre côté, une relocalisation de la production. On a besoin d'industrie, on a besoin d'emplois. En France, on a les moyens de le faire, alors que ces entreprises font des bénéfices records. On a tout à fait les moyens aujourd'hui de relocaliser en France. On en a besoin. Alors on va parler d'un autre thème. Le torchon brûle entre Paris et Londres après la provocation de Boris Johnson sur les migrants. Dans une lettre publiée sur Twitter, le Premier ministre britannique a demandé au président français, je cite, de reprendre les migrants arrivant en Angleterre depuis la France. On va écouter d'abord la réaction d'Emmanuel Macron. J'ai discuté il y a 2 jours avec le Premier ministre Johnson, de manière sérieuse. Pour ma part, j'entends continuer à appliquer ce que je fais avec tous les pays et tous les dirigeants. Je suis surpris des méthodes quand elles ne sont pas sérieuses. On ne communique pas d'un dirigeant à l'autre sur ces questions-là par tweet et par lettres qu'on rend publiques. Nous ne sommes pas des lanceurs d'alerte. Allons. Voilà, cette lettre a été qualifiée d'indigente et déplacée par Gabriel Attal. Vous êtes d'accord ? Oui, ça arrive de temps en temps, mais sur ce coup-là, on est d'accord avec le gouvernement. Comment est-ce qu'on peut parler de reprendre leurs migrants comme si ça s'agissait d'objets qu'on transbahutait d'un côté à l'autre? Ça n'a pas de sens, c'est inhumain, c'est immoral, et en fait, ça ne nous grandit pas. En revanche, il y a une réalité qui fait problème, c'est que là, la France assume pour la Grande-Bretagne la sécurité aux frontières. Pourquoi est-ce que ces accords du Touquet nous imposent de continuer à faire ça? Il faut les dénoncer, ces accords. Il faut essayer de revenir en arrière, oui. Oui, il faut les repenser, il faut les réadapter. Mais toute notre politique migratoire est à repenser. C'est pas normal qu'on se retrouve à faire une affaire d'État de quelques milliers de personnes aux portes de l'Europe quand on est plusieurs centaines de millions d'habitants. Mais précisément les accords du Touquet entre la France et la Grande-Bretagne. Vous dites qu'il faut les dénoncer pour pouvoir ouvrir les frontières et laisser passer les gens. C'est pas vraiment un scoop, c'est ce qu'on n'arrête pas de dire. C'est qu'aujourd'hui, il y a un souci et que dire stop, dire on va garder, ça ne fait qu'une chose. Ça fait des drames en Méditerranée, dont le plus mortel depuis des années, qui a eu lieu il y a quelques jours. Qui est responsable d'ailleurs de ce drame pour vous, la mort de ces 27 migrants mercredi embarqués sur un canot de fortune? Ce refus de rediscuter de ces accords. Ce refus d'essayer de pratiquer l'accueil digne des personnes, comme l'a fait Damien Carême à Grande-Sainte, avant que tout soit détruit. Ce refus d'assumer les valeurs de la République française, c'est-à-dire les droits humains. Pourquoi personne n'a réussi jusqu'ici à renégocier ces accords du Touquet? On en a beaucoup parlé. Parce qu'il n'y a pas de volonté politique pour les renégocier aujourd'hui. Aujourd'hui, la France, elle a fait un espèce de troc, vous me pardonnerez cette expression un peu galvaudée ou vulgaire, mais un espèce de troc. On prend un peu d'argent, puis en échange, on va garder la frontière. Mais en fait, c'est pas à la hauteur de la République française, du pays des droits humains. Ce n'est pas à la hauteur de l'Europe. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est déplacer le contrôle de la frontière à Douvres du côté anglais. Il nous manque ou accepter des gardes frontières anglais. Il nous manque aujourd'hui beaucoup de ressources professionnelles. Je pense notamment aux infirmiers et infirmières. On a vu pendant le premier confinement, pendant la première étape de la pandémie, qu'en Allemagne, on employait des infirmiers qui étaient issus des camps de migrants parce que, vous savez quoi, on le dit très peu. Mais les migrants, les migrantes, c'est la classe moyenne des pays dont ils parlent. Là, aujourd'hui, on a identifié une première personne dans les morts de ce naufrage. C'est une jeune femme kurde. Vous savez, ces femmes kurdes qui se battent contre le terrorisme, aux frontières, tout là-bas, aux confins de l'Irak, de la Turquie. Ces Kurdes qu'on adore sanctifier depuis la France en disant combien ces femmes sont courageuses. Et qu'est-ce qu'on fait quand elles cherchent l'asile ? Quand elles ont besoin qu'on les aide, on leur dit « allez mourir d'hypothermie en mer ». Est-ce que vous vous rendez compte? On dit qu'on veut lutter contre le terrorisme, on n'aide pas ces gens. Là, dans l'urgence, il y a une réunion importante dimanche avec Gérald Darmanin, ses homologues européens.
Sans la ministre britannique. Sans la ministre britannique, je pense qu'il y a un moment donné où la France doit avoir aussi le courage de dire stop aux Anglais. C'est pas le seul dossier sur lequel on est en conflit. Je pense aussi que la seule chose qui n'a pas été tentée, c'est l'accueil. Pourtant, Damien Carême à Grande-Synthe a démontré qu'accueillir dans des conditions dignes, ça permettait d'éviter les conflits, la violence. Mais ils ça veulent permettait partir, de travailler ces dans migrants. les temps. Ils ne veulent pas l'asile en France. Oui, et qu'est-ce que ça change? Ils veulent vraiment rejoindre les côtes anglaises. Et qu'est-ce que ça coûte en plus de faire en sorte qu'ils ne meurent pas de froid dehors, à l'extérieur, et d'avoir au moins un toit, qu'ils puissent avoir le temps de travailler avec les associations anglaises présentes pour les aider à passer. Des propositions d'hébergement d'urgence ont été faites par Didier Lesky. Pourquoi est-ce que la France continue à maintenir sur son territoire des personnes qui veulent passer en Angleterre, qui ne fait même plus partie de l'Union européenne? Donc il faudrait des voies de passage sûres dans la Manche. Tout à fait. C'est ce que réclament les associations en France et à l'étranger. Ce qu'on demande du côté des écologistes est très simple. Retrouvons nos valeurs humanistes, retrouvons la grandeur de la France et de l'Europe. Vous savez que si on crée au fond des corridors plus sûrs, il va y avoir beaucoup plus de migrants. Parce que vous avez l'impression qu'il y a moins de personnes beaucoup de gens l'interdiction. La seule différence... Ces voies de passage, c'est un appel d'air et beaucoup plus de migrants voudront passer. Le mythe de l'appel d'air, il est fantastique. Est-ce que vous croyez que quand votre risque chez vous, c'est de mourir, le fait d'avoir une interdiction de passage va vous empêcher de passer? Est-ce que vous pensez vraiment que la guerre va être moins dure parce qu'en fait, vous n'avez pas le droit de passer une frontière? Non, ça ne changera pas. Et ça va même empirer avec l'augmentation du climat et les migrants climatiques. Donc il y a deux choix. Soit on réfléchit aujourd'hui, on répartit les personnes à travers l'Europe, suivant la langue qui est parlée, suivant les liens familiaux, suivant les besoins en emploi. Ou alors on continue à être hypocrite, à laisser mourir les gens à nos frontières, à être inhumains collectivement. Ce n'est pas le choix que nous faisons. Et vous savez quoi? Il n'y a pas plus de gens qui arrivent quand on les accueille dignement que quand on les accueille de façon inhumaine en déchirant leur tente en plein hiver. Sandra Regol, invitée du 8h30 France Info. On reprend cette interview après le fil info avec Sandra Regol, secrétaire nationale adjointe d'Europe Écologie Les Verts et l'invitée du 8h30 France Info ce matin. Un mot à propos de la Guadeloupe où les tensions, les violences même ne cessent pas autour de l'obligation vaccinale qui a d'ailleurs été repoussée. Et puis le gouvernement manifestement prêt, d'après le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu, à évoquer l'autonomie de la Guadeloupe. On l'écoute et on en reparle après. Certains élus ont posé la question en creux de l'autonomie. Le gouvernement est prêt à en parler. Il n'y a pas de mauvais débat, du moment que ces débats servent à résoudre les vrais problèmes du quotidien des Guadeloupéennes et des Guadeloupéens. Qu'en pensez-vous, Sandra Regol? Est-ce qu'il faut aller jusqu'à évoquer l'autonomie de la Guadeloupe pour un tel sujet? Je crois que M. Lecornu a peut-être oublié où se situait la Guadeloupe, où étaient les Antilles, parce qu'en fait, on ne voit pas beaucoup sur place. On ne voit pas beaucoup pour un ministre dont c'est la fonction, aller régler les problèmes sur place. En revanche, il a l'air très, très investi sur la pré-campagne de son président pour sa réélection. Et je pense qu'à un moment donné, ça suffit de se moquer des Français. Il a dit qu'il se rendrait sur place, mais c'est une faute pour vous qu'il n'y soit pas déjà? Alors, ça fait un moment qu'il aurait pu être déjà sur place. Les problèmes qu'on rencontre et ce qui fait qu'autour du vaccin se jugule un nombre de frustrations, c'est pas limité au vaccin. C'est un peu comme en France, entre gilets jaunes et manifestations anti-pass, il y avait autour beaucoup de préoccupations, de sentiments d'abandon. C'est une crise sociale importante, mais c'est aussi une longue histoire entre l'Hexagone et ses territoires. Mais parler d'autonomie dans cette période de tension, est-ce que c'est responsable? On a l'impression qu'il essaye de trouver un joker pour éviter d'aller sur place, pour éviter de se confronter à la réalité. Oui, l'État français doit prouver à ces territoires que cette fois-ci, il ne va pas encore les empoisonner. Je parle là du chlordécone, qui a laissé des séquelles et dans la chair des personnes, et dans la terre, et dans la tête. Comment est-ce qu'on peut faire confiance en un vaccin qui vient d'un hexagone, qui vient d'une métropole, où en fait on a choisi d'empoisonner par le passé, quand dans l'hexagone, le chlordécone était interdit, il était autorisé sur ces territoires. Il faut reconstruire la confiance. Pour rassurer, le gouvernement sur le vaccin permet aux soignants de choisir le vaccin sans ARN messager. Après ce scandale sanitaire du chlordécone, ça va dans le bon sens? Oui, ça va dans le bon sens. Tout ce qui va dans le sens de l'apaisement va dans le bon sens. On va parler de 2022. On s'étonne, cette campagne de Yannick Jadot ne décolle pas.
il est scotché, votre candidat, entre 8 et 9%. Il y a une primaire populaire, 700 militants écologistes qui poussent Yannick Jadot à y participer. Cette primaire populaire, qui vient d'un mouvement citoyen, a déjà recueilli 160 000 adhérents pour désigner le candidat d'Union de la gauche. Il y a un vote le 13 janvier. Est-ce que Yannick Jadot doit y participer? Est-ce qu'il est temps de se rassembler dans ce cadre-là, peut-être? En fait, le petit souci que j'ai pour les personnes, les 160 000 qui vont devoir voter, c'est qu'elles vont devoir voter pour des personnes qui ont déjà déclaré qu'elles ne participeraient pas à cette primaire. Et en fait, l'objectif de cette primaire, qui est louable, on le rejoint, Yannick Jadot, le premier, a réuni les divers responsables de la gauche et de l'écologie autour d'une table il y a plusieurs mois. Mais l'objectif de cette primaire, c'était de faire en sorte que la gauche et l'écologie aient un programme commun et une dynamique commune. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, elle semble proposer une candidature supplémentaire, puisque toutes les personnes impliquées ont dit qu'elles ne participeraient pas. Et ça, c'est un souci. En revanche... Donc ça, vous l'écartez, cette primaire populaire? C'est non. C'est pas qu'on l'écarte, c'est qu'il y a un mensonge dans la proposition initiale. On demande d'abord aux personnes si elles veulent participer. On n'impose pas leur image contre leur... Alors expliquez-nous pourquoi ça ne décolle pas. Il se multiplie dans les médias, il fait des déplacements et pour l'instant, Yannick Jadot ne passe pas les 10%. Vous vous souvenez des scores qui étaient donnés dans les sondages avant les européennes, avant les municipales, avant les régionales? Ils n'étaient pas très hauts. Ils n'étaient pas très hauts et en fait, on n'a jamais considéré que les sondages étaient à prendre au sens littéral. Les sondages sont à prendre au sens tendanciel. Et dans le sens tendanciel, Yannick Jadot ne stagne pas, il ne régresse pas, il est au contraire en dynamique. Et cette dynamique-là, on va continuer à la construire. Vous voyez une dynamique, vous? Tout à fait. Donc vous dites que c'est la courbe, c'est-à-dire il est très bas, mais... Tout à fait. Et en fait, vous n'avez jamais autant vu les écologistes dans les médias, vous n'avez jamais autant entendu les écologistes, vous ne les avez jamais autant vus sur le terrain, et jamais, au grand jamais, dans une présidentielle, le score des écologistes n'a été aussi haut. J'entends bien que tout le corps, tout le champ médiatique et politique a de grandes ambitions pour nous, et nous en sommes absolument ravis. Nous allons faire en sorte de les concrétiser. Mais pour l'instant, oui, on travaille, oui, on prend du temps. On vous avait dit qu'on prendrait le temps et que ça fonctionnerait pour la primaire. Tout le monde nous a dit c'est n'importe quoi, vous n'aurez aucun inscrit. On a eu plus de 122 000. On nous avait dit la même chose pour les municipales. On nous avait dit vos candidats, personne ne les connaît. Vous allez faire tripette. On a gagné 8 villes en France. Et je peux vous citer plein d'exemples. Oui, les écologistes n'ont pas la même façon de travailler. Alors à quel moment ça va vraiment décoller? Il reste quelques mois. Il reste quelques mois et en fait, c'est au dernier moment que les choses se décideront. Donc on va continuer à travailler de plus en plus fort et surtout à l'écoute de la population. C'est comme ça qu'on reconstruit la confiance qui a disparu entre les citoyens et les politiques. Merci Sandra Regol, secrétaire nationale adjointe d'Europe Écologie Les Verts.